Je vais passer la parole donc à Christophe Daugeron du Muséum national d'histoire naturelle également, qui va nous présenter une étude sur la pollinisation dans les milieux d'altitude. Merci. Alors oui, je m'appelle Christophe Daugeron, je travaille au Muséum et je suis systématicien. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'écologie et de pollinisation. Alors, en ce qui me concerne, mon aventure avec le Mercantour, elle ne commence pas il y a 40 ans, hein, j'étais un peu jeune, elle commence il y a quand même 10 ans, avec justement l'inventaire, avec la TBI. Donc à cette époque-là, je participe à la coordination d'un module au muséum qui s'appelle le module invertébrés terrestres et qui avait pour objectif d'inventorier les invertébrés terrestres. Donc pour ça, on fait du piégeage massif pendant plusieurs mois à la belle saison et en collaboration évidemment avec le parc qui prélève à échéance régulière les pièges. Donc des pièges de malaise, des pièges d'interception divers et variés, des pitfalls pour étudier aussi la faune du sol et dans toute une série de localités du parc. Et ensuite, évidemment, l'ensemble de ces données ont été triées. Ça a été un très très gros travail qui a duré au moins 2 ans. Et puis, on a débouché sur des publications, en particulier 2 numéros spéciaux de Zoosystema, dans lesquels on avait décrit 12 des 35 espèces dont Jean a parlé tout à l'heure, 12 espèces nouvelles. Alors, voilà, ça c'était un petit résumé, un petit bilan de la TBI à cette époque-là, enfin à cette époque-là, il y a 4 ans. Parmi ces espèces nouvelles, il y en a 2 qui appartiennent à une famille dont je suis spécialiste, qu'on appelle les ampidides, qui sont des petites mouches floricoles. Et ce qui nous avait frappé durant la TBI, c'était la collecte énorme de floricoles et donc de pollinisateurs potentiels. Et par rapport aux zones de plaine qu'on avait l'habitude de côtoyer, on observait vraiment une différence importante en termes de diversité. À partir de là, on s'est dit qu'il serait peut-être pertinent de faire une étude beaucoup plus fine des relations et des interactions entre les plantes et les pollinisateurs dans les milieux d'altitude. Et pour tester ça, on a commencé par une étude pilote. Alors, voilà, l'idée c'était aussi, j'avais oublié cette diapo, c'était aussi de pouvoir tester le fait que les abeilles et les apidés en général sont toujours présentés comme les principaux pollinisateurs, qu'effectivement d'autres insectes visitent les fleurs, mais que leur impact pollinisateur est probablement relativement faible, etc. Et donc nous, on voulait tester toutes ces questions dans un milieu qui s'y prêtait particulièrement, puisqu'on a ici véritablement un laboratoire à ciel ouvert, hein, un petit territoire qui regroupe 40% de la flore du pays. Et on sortait donc de nos études ATBI qui montraient aussi une forte présence de pollinisateurs. Donc on avait des listes aussi de pollinisateurs potentiels. Donc l'étude pilote qu'on mène, c'est juste après ce moment-là. On choisit juste un site à 1800 mètres d'altitude, donc ni trop bas ni trop haut. C'est un site qui se situe dans le col de la Bonnette. Je ne sais pas si je l'ai sur la diapo suivante, non pas ici. Ça s'appelle le plateau des Méris, qui sont en fait des prairies alpines qui nous avaient justement été indiquées. C'était un des bons plans indiqués par les gardes du parc, avec quelques mélèzes. Très très belle prairie d'altitude donc. Et l'étude qu'on fait là, c'est en gros 1 mois d'observation sur le terrain qui a été fait à l'époque par un Master 2 hein, qui était là en stage et qui, selon un protocole qu'on avait déterminé, collectait les insectes sur les fleurs. À partir de là, on a pu reconstruire un réseau d'interaction. Donc un réseau d'interaction, ça se lit de manière assez simple, hein. Ce sont des interactions entre des taxons. Donc en haut, vous avez les insectes. Et en bas, il y avait une vingtaine d'espèces de plantes qu'on avait testées à l'époque. Et on mesure la quantité d'interactions. En gros, ça peut être en fréquence, ça peut être en nombre de visites, etc. entre ces insectes et les plantes. Et là, ces premiers résultats sont allés au-delà de nos espérances, puisque sur ce site, en tout cas, on a déjà une très grande diversité de visiteurs de fleurs, mais surtout beaucoup plus de diptères, des ampidides, des syrphides et toute une série d'autres familles, beaucoup plus de diptères que d'abeilles. Donc ça nous a véritablement encouragé à poursuivre. Et dans le cadre d'une thèse, donc voilà, alors recherche de financement, etc., pour mener ce genre d'études, on a pu mettre en place donc un travail de thèse avec ce BEB étudiant
qui avait fait cette étude, pour faire cette fois une étude de la pollinisation beaucoup plus fine dans le parc. Donc cette fois, on sélectionne là aussi avec l'aide des agents du parc 13 sites, principalement dans le col de la Bonnette et dans le col de la Cailleule. Et on fait un véritable gradient altitudinal entre en gros 1000 et 3000 mètres d'altitude. Donc là, la manip va consister pendant la belle saison à faire ce qu'on appelle des transects d'environ 60 mètres, plusieurs fois par jour, sur chacun de ces sites à échéance régulière. En gros, on repassait sur les sites tous les 10 jours, pendant environ 2 mois et demi. Donc l'étudiant qui a travaillé ici, il a au total à peu près 6 mois d'observation, 5 à 6 mois d'observation cumulés sur ces 13 sites. Donc une grosse acquisition de données, comme ça avait été assez rarement fait par le passé. Souvent, quand vous avez des gradients altitudinaux de pollinisateurs, vous avez 2 ou 3 points, un point de basse altitude, de moyenne altitude, de haute altitude. C'est rarement répliqué. Là, on est dans 2 cols différents, donc avec des altitudes à peu près équivalentes à chaque fois. Donc on a un échantillonnage qui est quand même relativement intéressant. Donc au total, on a mis en évidence plus de 5000 interactions entre les plantes et les pollinisateurs, avec plus de 500 espèces de pollinisateurs. Alors je les appelle pollinisateurs, mais ce sont des floricoles, des visiteurs de fleurs. Plus de 500 espèces de visiteurs de fleurs identifiés, pour la plupart véritablement identifiés à l'espèce, et 118 espèces de plantes impliquées. Donc c'est énorme, parce que derrière ça, il y a vraiment le travail d'identification qui a été fait. On ne s'est pas contenté de mettre des SP1, SP2, SP3. On a identifié pratiquement tous les pollinisateurs, y compris ceux appartenant à des familles particulièrement ardues, avec l'aide évidemment de spécialistes qui sont souvent complètement surbookés. Si on prend une famille comme celle des mucides, par exemple, qui est la famille à laquelle appartient la mouche domestique, c'est une famille pas très sexy à étudier. On doit avoir 2 ou 3 spécialistes dans le monde. Et sur les 3 spécialistes, il y en a 2 qui sont à la retraite et qui ont une quantité de travail énorme. Donc c'est presque impossible ne serait-ce que de leur demander d'étudier le matériel. Mais on y est quand même parvenu. Et ce travail a fait l'objet d'une publication dans Scientific Reports il n'y a pas très très longtemps. Et on a trouvé 2 choses. Alors, il y a toute une série de choses, mais je n'ai pas le temps de m'attarder sur tous les résultats. Donc, je vais vous en présenter 2 essentiellement. Le premier résultat, c'est... j'ai mis ici un partage du gradient altitudinal par les pollinisateurs. Ce n'est pas exactement ça. En fait, ce qu'on observe, c'est jusqu'à 1500 mètres environ. Il y a 3 ordres d'insectes qui interviennent pratiquement à part égale dans les relations avec les plantes. Ce sont les hyménoptères, les diptères et les coléoptères. Les lépidoptères ne sont pas très représentés, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Pour qu'ils aient une représentation plus importante, il aurait probablement fallu faire cet échantillonnage de nuit aussi, puisque beaucoup de papillons de nuit, évidemment, visitent les fleurs à ce moment-là. Et puis, à partir des altitudes moyennes, à partir de 1500 mètres, on commence à voir les coléoptères et les hyménoptères diminuer en abondance au profit des diptères. Et aux plus hautes altitudes, on n'a pratiquement plus que des diptères. Les coléoptères ont disparu, presque tous, il en reste quelques-uns, et très très peu d'hyménoptères en dehors des bombus. Donc on peut aussi représenter ça par des réseaux d'interaction. Donc de haut en bas et de la gauche vers la droite, vous allez des plus basses altitudes vers les plus hautes altitudes. En jaune, vous avez les hyménoptères, en bleu, vous avez les diptères, et vous voyez la place qui est prise par chacun de ces groupes au fur et à mesure qu'on grimpe en altitude. C'est vraiment tout à fait parlant. La deuxième chose qui a été mise en évidence durant cette étude, c'est un véritable partage de la ressource trophique qui est tout à fait significative. C'est-à-dire que si on est une abeille ou si on est une mouche, on ne va pas forcément visiter exactement les mêmes plantes, les mêmes fleurs. Bien évidemment, on a des fleurs communes que tout le monde visite. Et puis, il y a un certain nombre de plantes qui ne sont visitées que par les hyménoptères. Ce sont celles qui se trouvent ici à la gauche du réseau, et d'autres plantes qui ne sont visitées que par les diptères. Donc ça, c'est un résultat relativement intéressant et important dans le cadre de politiques de conservation. On pourrait dire, bon voilà, on essaye de préserver uniquement les apidés, ça suffit. En réalité, pas du tout. On voit qu'il y a des plantes qui ont vraiment besoin d'autres insectes que les apidés pour leur reproduction.
Alors ici, vous avez les mêmes réseaux d'interaction, mais cette fois entre les ordres qui sont pris 2 à 2. Ici, vous avez cette fois les insectes qui sont déterminés à l'espèce. Ça, ce sont des espèces d'insectes. Hein. En bas, des espèces de plantes. Et vous voyez que si on prend par exemple l'hyménoptère et diptère, ben vous avez un partage de la ressource trophique entre les deux qui est vraiment très important. Ici, vous avez uniquement des plantes visitées par les abeilles sauvages hein, et autres hyménoptères. Et ici, des plantes qui sont uniquement visitées par les diptères. C'est moins parlant dans le cas quand les coléoptères sont présents. Hein. La plupart des plantes visitées par les coléoptères le sont aussi par les hyménoptères et pareil ici pour les diptères. Donc ça, c'était vraiment le deuxième résultat important. Donc je vous rappelle, le premier résultat, c'est un partage du gradient altitudinal en partie, et puis un partage, le deuxième résultat, de la ressource trophique. Maintenant, lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau de la famille, ici j'ai représenté les 13 principales familles qui sont impliquées dans ces réseaux de visites avec les plantes. Il doit y avoir 4 familles d'hyménoptères, 4 familles de diptères et 5 familles de coléos. On se rend compte que, curieusement, de manière surprenante, ce ne sont pas les apidés qui sont les principaux visiteurs de fleurs, mais une famille de diptères qu'on appelle les ampidides, dont je vais vous parler tout à l'heure, dont je vais vous parler même maintenant, de manière un petit peu plus détaillée. Et alors, dans ces apidés, évidemment, il y a l'abeille domestique. Hein. Donc, j'aurais pu vous présenter un réseau en enlevant l'abeille domestique pour vous montrer que finalement, les apidés représentaient une part vraiment minoritaire dans les visites de fleurs. Alors, la famille des ampidides, qui est celle qui, sur l'ensemble du gradient altitudinal, visite le plus les fleurs, ce sont ces petits insectes, parfois de taille un petit peu plus importante, de l'ordre du centimètre grand maximum, généralement de taille inférieure. Peut-être que certains en ont déjà entendu parler, parce que ce sont des espèces qui présentent des comportements reproducteurs très intéressants. C'est un modèle en biologie évolutive hein, de ce point de vue-là. Les individus forment de grands essaims, parfois des centaines d'individus, parfois en fonction des espèces, ça peut être seulement quelques dizaines d'individus, et les mâles collectent des proies. Vous voyez ici en vol un mâle avec une proie, ici aussi, là vous avez 3 mâles qui portent chacun une petite proie, et cette proie est offerte à la femelle au moment de l'accouplement. Et pendant l'accouplement, la femelle se nourrit de la proie qui lui a été offerte par le mâle. Alors, ce comportement, on l'explique, la mise en place de ce comportement durant l'évolution, bon, c'est quelque chose qu'on est en train un petit peu d'étudier, mais on l'explique probablement par le fait que, comme le reste du temps, ces animaux sont des floricoles, leurs seules ressources, ce sont des ressources sucrées. Or, la femelle a besoin de protéines pour la maturation de ses œufs, et ces protéines, lui, seraient donc apportées par le mâle. Parfois, les proies sont de taille très importante, ce qui est quand même assez rare dans le règne animal. Hein. Généralement, les prédateurs recherchent des proies plus petites. Ici, dans le cas de cette espèce qui est une espèce sud-coréenne, voilà le genre de proies que cette espèce collecte. Ce sont de très très grosses syrphides, donc des proies qui peuvent être parfois 2 fois plus grosses. En dehors donc de ce comportement d'accouplement, ces individus sont des floricoles. Alors ça, ce sont des espèces qu'on peut trouver ici, hein, de zones typiquement de zones tempérées. Et ce sont des individus qui prélèvent uniquement le nectar. Hein, ils doivent atteindre la poche de nectar de la fleur pour pouvoir se nourrir. Ils ne se nourrissent jamais de pollen. Par contre, ils sont susceptibles évidemment de porter du pollen quand ils se frottent aux étamines. Hein. C'est le cas pour cette espèce. Vous voyez, il y a des grains de pollen sur les corps et qui sont transportés ou qui peuvent être transportés de fleur en fleur. Et ça, c'est un comportement qu'on observe partout dans le monde. Ici, on a une espèce au Chili, donc aussi dans une zone tempérée. Ici, on est au Cameroun, dans une zone tropicale. Et puis ici, dans des zones subtropicales d'Afrique du Sud. Et vous voyez que même dans ce cas-là, les individus sont capables de développer des stratégies de tricherie, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas une trompe suffisamment longue pour atteindre la poche de nectar, eh bien, on transperce les pétales à la base et on va chercher le nectar de cette manière. C'est impossible, évidemment, d'aller chercher en passant par l'intérieur de la fleur. Donc on dit que c'est un comportement de tricheur, tout simplement parce que la fleur fournit à l'animal les ressources dont elle a besoin, mais en échange, l'animal ne portera pas les grains de pollen qui permettront la reproduction de la plante.
Alors, même des espèces de fleurs emblématiques peuvent être visitées par les amphidides, comme des orchidées. Donc vous voyez ici plusieurs cas, avec notamment cet individu-là qui se retrouve avec des pollinies scotchées aux yeux, et pollinies qui seront transportées à une autre plante. Alors évidemment, certains vont certainement dire que, bah oui, ce sont des mouches, elles visitent les fleurs, mais leur impact pollinisateur n'est pas forcément, ça ne veut pas dire qu'elles ont un véritable impact pollinisateur, qu'elles ont une véritable efficacité pollinisatrice. Donc pour aller jusqu'au bout du processus, on a voulu aussi tester ça. Est-ce que les amphidides sont des pollinisateurs efficaces? Donc la meilleure façon de le savoir, c'est de les comparer tout simplement aux abeilles, et donc d'étudier une plante qui est à la fois visitée par des amphidides et des abeilles. Alors on a choisi le Géranium sylvaticum, le géranium des bois. D'abord parce que dans le Mercantour, on le trouve évidemment facilement. Deuxièmement, parce qu'il produit une quantité de graines relativement limitée, 5 maximum. Il n'y a pas d'autofécondation, donc de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus simple à étudier. Et puis, c'est une plante qui est visitée par toute une série d'insectes, mais beaucoup d'amphidides et aussi des abeilles. Donc, première chose, on a de nouveau regardé un petit peu les quantités de visites par les uns et les autres. Et vous voyez que là aussi, même si les conditions locales ou dans le moment de la journée, les choses peuvent varier un petit peu, on a une majorité de diptères et d'amphidides qui visitent cette plante, mais les abeilles sont quand même présentes. On a divisé les individus en deux groupes, de manière un petit peu arbitraire, les gros et les petits, et ceux qui avaient une taille supérieure à 10 mm et ceux qui avaient une taille inférieure à 10 mm. Donc les amphidides sont bien les principaux visiteurs du géranium. Et puis après, on a fait des expériences de ce qu'on appelle de visite unique, c'est-à-dire qu'on a ensaché des boutons du géranium, c'est-à-dire avant que la fleur apparaisse. Et puis, dès que la fleur a éclos, on a enlevé le sachet. L'opérateur, qui était un étudiant, Vincent Lefebvre en l'occurrence, dont je reparlais tout à l'heure, était posté derrière la fleur, attendait qu'un insecte se pose, que l'insecte fasse sa petite affaire, et une fois que l'insecte repartait, il réensachait la fleur. Et puis ensuite, il revenait lorsque la fleur avait, au bout de 2 ou 3 semaines, pour récolter les graines. L'ensachage est absolument indispensable pour récolter les graines, parce que la plante éjecte ses graines à une certaine distance pour faciliter sa dissémination. Donc de cette manière-là, on peut savoir combien de graines sont produites par quel visiteur de fleurs. Et les résultats qu'on a obtenus sont assez intéressants, puisque au moins les gros amphidides produisent autant de graines que les abeilles, soit 2,5 en moyenne, sur 5 graines possibles. Les petits amphidides en produisent beaucoup moins. Ça s'explique par leur comportement tout simplement trophique. Ils cherchent à accéder uniquement au nectar, donc ils passent sous les pièces reproductrices, donc sous les étamines du géranium, et portent donc beaucoup moins de pollen. Mais on a bien une efficacité pollinisatrice et qui est très souvent aussi efficace que celle des abeilles. Donc voilà, pour conclure cette étude sur la pollinisation des milieux d'altitude, premièrement, on a des réseaux d'interaction qui sont d'une richesse exceptionnelle. Et quand on voit à quelle vitesse les populations d'insectes s'effondrent, notamment dans les milieux de plaine, on se dit que vraiment ici, on a des réservoirs de biodiversité qui sont à préserver. Parce que parmi tous ces pollinisateurs, il y en a bien sûr beaucoup qui sont des pollinisateurs d'altitude, mais beaucoup peuvent aussi être présents en plaine. Donc lorsqu'on arrêtera peut-être un jour d'utiliser les pesticides, ils pourront peut-être recoloniser les zones de plaine à partir des zones d'altitude, pourquoi pas. On a des réseaux d'interaction qui évidemment varient avec l'altitude. Les diptères sont les principaux visiteurs de fleurs des prairies alpines. Et enfin, l'efficacité pollinisatrice des diptères, c'est vraiment un nouveau champ de recherche, y compris dans des domaines beaucoup plus appliqués. Et je pense en particulier dans le domaine de l'agriculture, des arbres fruitiers, etc. Là, on a beaucoup de choses à étudier. Juste pour terminer, je voudrais dire un grand merci à Vincent Lefebvre, qui a été mon étudiant depuis le Master 1 jusqu'à sa thèse. C'est lui qui s'est tapé tous les mois de terrain. Alors vous allez me dire, c'était quand même pas mal de travailler ici pendant 5 ou 6 mois, mais il y a eu quand même des grands moments de solitude, quand vous êtes posté derrière une fleur de géranium en plein cagnard pendant 30 minutes et que vous attendez qu'un malheureux insecte vienne se poser sur la fleur, c'est un petit peu long, ou les orages de grêle subis, voilà. Donc un grand merci à lui, il a fait un gros boulot, et ça c'est un petit peu toutes les contributions qu'on a produites depuis 2012, donc depuis la fin de ce qu'était la TBI pour nous. Voilà, je vous remercie.
Merci Christophe. On vous écoute. Noémie Faure, conservatoire botanique national alpin. Je me lève. Moi, je trouve ça super intéressant et je trouve ça très bien qu'on s'intéresse vraiment aux interactions plantes-insectes parce que moi, travaillant sur les plantes, elles ne fonctionnent pas toutes seules. Il y a plein d'autres compartiments qu'il faut intégrer, mais c'est vraiment intéressant. Et du coup, on parle de plus en plus des pollinisateurs, notamment dans les politiques publiques. Je pense aux plans nationaux d'action pollinisateurs et je suis ça de très loin, mais je me demandais, est-ce que les diptères étaient compris dedans ou pas, ou est-ce qu'ils sont passés à la trappe de ces actions-là? Oui, il y a quand même une prise de conscience qu'il n'y a pas que les abeilles. Voilà. Alors, l'abeille domestique, l'abeille à miel, c'est une problématique particulière. Hein, elle est frappée par tout un tas de problèmes. Il y a toutes les abeilles sauvages, et puis maintenant, on prend conscience, grâce, pas seulement à ça, il y a eu quelques autres études qui ont été faites, mais qui montrent que, effectivement, d'autres groupes d'insectes interviennent dans la pollinisation. Nous, on aurait aimé faire, par exemple, des observations nocturnes pour les papillons de nuit, mais le pauvre Vincent qui passait déjà sa journée sur le terrain, on ne pouvait pas lui demander de retourner le soir sur... voilà. Il aurait fallu 2 étudiants peut-être, mais les papillons interviennent sans aucun doute la nuit de manière extrêmement abondante. Donc il y a cette prise de conscience-là, oui, qu'il y a tout un cortège de pollinisateurs qui interviennent avec l'abeille domestique dans la reproduction des plantes. Et là, on est en milieu sauvage, hein, mais c'est aussi le cas en milieu cultivé. C'est la suite, les papillons de nuit, c'est ça, non? Ouais, j'ai une remarque et 2 questions. La remarque, c'est plus sur le fait le rôle des empididés, des empididés, il est plutôt lié à l'altitude, le choix de l'altitude, où on peut retrouver la même chose à une altitude plus basse. C'est vraiment une question ouverte. Après, je voulais savoir, j'avais une information donnée, c'est qu'on parle de la richesse des pollinisateurs du Mercantour. On a 80% des espèces de papillons de jour, de la faune de France des papillons de jour. On a 60% des espèces de syrphidés. Je voulais savoir si pour les empididés, tu avais une idée de l'ordre de grandeur qu'on avait. En fait, c'est un groupe mal connu en France. Il a été plus étudié ailleurs qu'en France. Donc moi, j'essaie de l'étudier un petit peu ailleurs, mais comme j'ai une approche un peu globale, parce que je suis spécialiste de ce groupe-là, j'essaie de regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde entier. Il y a 2000 espèces à travers le monde, décrites. Et en France, on ne connaît pas le nombre d'espèces. Moi, pour le Mercantour, j'arrive à une centaine pour l'instant, ce qui représente à peu près un tiers. On en a discuté ensemble, je crois, hier, ou avec Jean. Ça représente un tiers des syrphides. Mais il semblerait que leur impact soit plus important. Donc en termes d'abondance, en tout cas. Voilà, l'altitude. Aux plus hautes altitudes, ce sont les mucides et les enthomides, qui pour le coup n'attirent personne, qui sont les plus abondants. Voilà, quel est leur impact? On sait qu'ils visitent les fleurs, quel est leur impact? On n'en sait rien. Les empidides, c'est juste aux altitudes en dessous. Voilà. Et les syrphides un petit peu en dessous encore, grosso modo. J'ai une petite question, j'en profite en passant. Tu parlais des espèces généralistes qui seraient éventuellement susceptibles un jour ou l'autre de recoloniser les milieux un peu stérilisés par les pesticides. Elles représentent combien de pourcents ces espèces généralistes par rapport à... Je ne sais pas, il faudrait regarder. Par exemple, pour les syrphides, on a une bonne liste, voir ce qu'on a de commun en plaine et en montagne. Mais j'en ai aucune idée. Pour les empidides, c'est peut-être un tiers des espèces, oui, qu'on trouve aussi en plaine. Ça peut être important comme élément de communication. Donc pour... Sur les syrphidés, qui sont des espèces du coup un peu plus basses, je pense qu'on est à 50%. Oui, Eric Drouet à nouveau. Sur les relations donc, entre insectes et plantes, là, on appelle ça à l'UMR Patrinote les traits de vie, je crois. C'est ça, hein, ouais. C'est documenté quelque part? Il y a une base où vous le versez, ça, pour que ce soit alimenté dans l'INPN ou... Oui. Voilà, les publications sont là. Pour ces publications, toutes les données ou la totalité des données n'étaient pas publiées pour ne pas se faire piquer les données. Mais ça va faire l'objet d'un data paper prochainement
Voilà, j'espère dans les mois qui viennent, où là, cette fois, l'ensemble des données vont être publiées. Et après, on peut voir comment on peut les verser dans des bases. On va voir ça.